Moi, mon père était chauffeur de car, j'ai toujours eu la passion des vaches et j'ai toujours voulu être agriculteur. J'ai pour ça fait des études complètement en alternance et au cours de ces études, j'ai rencontré des gens, j'étais sur des exploitations et sur cette exploitation, avec celle de mes associés, j'y suis resté. Viens vite, viens là, viens. J'ai toujours voulu être agriculteur et par-delà agriculteur, j'ai toujours voulu être éleveur. Viens vite, viens, viens ma fille, viens. C'est à la fois cet acte qui est de donner la vie, la naissance du veau, tout ce qu'il y a autour de la reproduction, aussi le montage génétique, je dirais ça, c'est le vrai métier d'éleveur, le montage génétique, mais c'est surtout donner la vie, le métier de sage-femme appliqué aux vaches, c'est le plus beau métier du monde. Viens vite, viens ma fille, viens. Viens vite, viens vite, tiens. On s'attache aux animaux, après, on n'est pas dans l'excès, dans l'endoctrinement total. Je veux dire, on sait qu'on élève des animaux pour qu'ils soient mangés un jour. De près ou de loin, ils seront mangés. Et c'est aussi ce qu'il y a de beau dans notre métier, c'est qu'on nourrit nos concitoyens. C'est quelque chose qui est important et qui est fort aussi de nourrir la planète. Après, forcément, on s'attache à nos animaux. Il y a des animaux qui font des carrières de 12, 13, 14. Il y a une vache qui est partie l'an dernier, qui avait 18 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont issues dans le monde de l'élevage de ces crises successives. Et nous, c'est vrai que la vente directe, elle est venue de la vache folle. La vache folle, chez nous, c'est 22 semaines sans qu'il parte un animal de l'exploitation. C'est un engorgement économique qui fait qu'on a été obligé de tenter quelque chose. Et tenter quelque chose, c'était avoir des animaux gras et les faire découper pour commencer par les amis, la famille. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit qu'il y avait peut-être un créneau à prendre. Qui était de court-circuiter les intermédiaires, les grandes surfaces, et de pouvoir ramasser une partie de la marge de ces gens-là, et derrière ça, de réconcilier aussi le consommateur à la viande, parce que si vous vous rappelez, la vache folle, c'est un déferlement et je dirais un déchaînement médiatique qui fait que tous les jours à la télé, on disait qu'on était des empoisonneurs. On a eu besoin d'aller jusqu'au contact du client et d'avoir ce rapport qui redonnait un peu de sens à notre métier, quoi. C'est aussi quelque chose de gratifiant qui n'est pas une contrainte. C'est le retour du consommateur envers le produit, quoi. C'est plutôt même quelque chose de motivant pour l'éleveur que je suis, d'avoir ce retour en disant c'est bon ce que vous nous faites manger et on ne trouve pas ça ailleurs, quoi. C'est quelque chose de gratifiant et de motivant, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Avant d'être agriculteur, j'étais chimiste. Donc j'ai travaillé dans le pharmaceutique pendant quelques années. Je me suis rendu compte que soigner les gens, fabriquer des médicaments en permanence, n'était pas forcément la solution. Donc revenir à une nourriture saine, et c'était pas plus mal. Donc j'ai mis y aller moi-même, quoi. Autant passer le pas et pas dire faut le faire et pas le faire. Donc je suis devenu agriculteur. Et puis après le bio, c'est la suite logique, quoi. On commence un peu agriculture conventionnelle. On voit qu'on utilise beaucoup de produits, on diminue petit à petit la dose de produits. On se rend compte souvent qu'on surdose, que ça ne sert à rien. Et on finit comme ça dans le bio, on se rend compte que c'est pas plus mal. Avant l'agriculture, la ferme, tout était utilisé, les animaux, les plantes. Et j'essaie de revenir un peu sur cet aspect. Au départ, j'avais des chevaux, donc je les ai gardés. Ça me permet de désherber, d'éliminer une partie des... On a souvent un problème des pommes qui sont piquées, qui tombent au sol. Et après, la larve se reproduit, les chevaux mangent les pommes par terre. Et cette année, j'ai testé quelque chose que je ne pensais pas marcher aussi bien, c'est mettre des cochons dans les vergers. C'est-à-dire que les cochons vous nettoient les pieds des arbres, c'est une merveille. Ils mangent les fourmilières, les mulots et toutes les plantes que les autres animaux ne mangent pas, liserons, chardons. Et donc ça fait un bon travail du sol, ça évite la mécanisation et ça fait des bons cochons à la sortie à manger. Il y a un gros souci entre ce que le consommateur pense que l'agriculture bio est un produit non traité, qu'on laisse pousser naturellement et qu'on n'y fait rien. Alors qu'en réalité, l'agriculture bio est très technique.
On peut des fois traiter plus souvent, jouant en viticulture, on peut traiter plus souvent qu'un conventionnel, parce que nos produits sont que de contact, beaucoup moins efficaces, donc on les passe plus souvent. Les produits genre soufre et cuivre ne sont pas forcément bons pour la santé, donc en petite dose ça va, mais l'agriculteur qui l'utilise concentré, eh ben, il a intérêt à se protéger. Donc on utilise certaines molécules dites naturelles, qui sont des insecticides, qui sont aussi dangereux pour l'homme, quoi. Donc autant se protéger. Oui. C'est une grande discussion, les goûts sur les produits bio et les produits non bio. J'étais en conventionnel quand j'ai repris le verger, donc je vous disais j'ai la chance d'avoir un terroir, un bon terroir, un climat qui fait colorer. On est près du Ventoux, donc on a une bonne coloration. On a un peu le goût de la Golden des Alpes. Et j'avais ce goût-là en conventionnel, et depuis que je suis en bio, le goût de mes pommes n'a pas changé. Le goût vient de la maturité du fruit quand on le ramasse, de la variété du fruit, et pas du tout du bio ou du non-bio, quoi. Je vois sur les jus de fruits surtout, beaucoup de gens disent « Oh, jus de pomme, on connaît, on sait quel goût ça a ». Et quand on leur fait goûter, ils font « Ah oui, c'est pas pareil qu'ils sont habitués au jus de pomme conventionnel, coupé à l'eau. » Et quand ils goûtent un vrai jus de pomme, ou quand ils croquent dans une vraie pomme, les gens, trois quarts des gens ont oublié le goût qu'avait une pomme. Ils sont habitués aux pommes ramassées vertes, mûries, qui traînent dans les frigos et qui sont mûries en chambre chaude. Et pour eux, une pomme, ça a une texture, mais ça n'a plus de goût. Alors que nos pommes, elles ont du goût, un goût de terroir. Une façon de faire quelque chose pour la planète. Quand on entend parler des choses, là, on le vit concrètement, l'impression de faire quelque chose. Après, il y a quelques inconvénients, des fois, quand le soir, pendant l'été, on essaie de manger dehors, qu'on est dévoré par les moustiques, on se dit « Ah, du temps, les temps conventionnels, qu'est-ce que c'était bien, on n'avait pas de moustiques, on les avait tous tués. » Ça n'a pas que du bonheur. Mais on se sent mieux, beaucoup mieux dans sa tête et dans sa peau. Notre histoire a démarré par un coup de cœur. Lorsque vous regardez une autruche de face, elle a la particularité d'avoir des paupières bordées de cils. C'est extrêmement craquant et on a craqué pour leurs beaux yeux. Et on s'est rendu compte au bout de 2 ans, 3 ans, que nous étions un élevage, car nous avions des œufs que nous avions mis en incubation et on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui par passion. On s'est rendu compte que l'autruche supportait parfaitement notre climat. Elle supporte du moins 20 degrés. Donc, à partir de là, on s'est dit, mais il ne faut pas les mettre dans des abris, car si on les enferme, ça peut créer un stress, et le stress engendre un arrêt cardiaque. Donc, ce sont des oiseaux de liberté qu'il faut mettre dans leurs conditions. En plus, elles sont rustiques. C'est extraordinaire. En ce qui concerne la commercialisation de nos autruches, nous avons effectivement une partie sur le vivant et une partie après l'abattage. Sur le cheptel vivant, nous avons un tiers qui va être vendu pour l'exportation pour l'Afrique, un tiers pour l'engraissement des différents éleveurs qui se situent, on va dire, sur la France, et le tiers restant, c'est pour nous, que nous allons élever jusqu'à 14-15 mois, et ensuite, on les amène à l'abattoir et là, nous récupérons la viande, le cuir, les plumes, la graisse. Tous les produits vont être transformés, modifiés et nous les récupérons sur l'exploitation. L'œuf d'autruche, c'est un œuf d'1,5 kg. Dans notre esprit, c'est gros, donc c'est gras. Ça, c'est la logique humaine. La réalité, c'est un œuf. Il y a plus de blanc que de jaune. Donc, il est plus facile à digérer un œuf d'autruche que 24 œufs de poule, ce qui est l'équivalence d'un œuf d'autruche. La viande d'autruche, c'est une viande d'oiseau et pourtant, elle a la couleur et la texture d'une viande de mammifère. Donc déjà, c'est paradoxal parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on suppose. Viande rouge, viande extrêmement tendre, viande très pauvre en matière grasse, très riche en protéines et super bonne au palais. Dans la région, nous sommes des agriculteurs marginaux car nous n'avons pas une production traditionnelle. Nous avons choisi la formule grand format dans les oiseaux, donc les autruches. Nous sommes des agriculteurs
intégrés, mais un peu trop novateurs. Mais il faut bien qu'il y en ait quelques-uns pour faire avancer l'agriculture. Et notre ouverture a permis à d'autres élevages de s'installer. Et plus on sera de fous, moins nous serons considérés comme un élevage marginal. Dire qu'on est au milieu de figuiers et être heureux en même temps, c'est vrai. Il suffit de traverser de bonne heure le verger, de croquer une figue bien mûre le matin, de repasser le soir et de nous voir que nos arbres sont aussi jolis que le matin, c'est déjà un instant de bonheur. Je crois que je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, je suis tombé du dessus. C'est-à-dire, ça me rappelle des souvenirs où en grimpant dans le figuier, bien souvent, les branches cassaient et on se retrouvait rapidement au niveau du sol pour avoir été un peu trop gourmand, pour aller chercher bien sûr les dernières figues au bout de la branche qui n'étaient pas trop solides. Le charme du figuier est déjà dans sa structure même. Le figuier par nature est noueux, un peu sauvage, il est difficilement maîtrisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, contrairement à d'autres espèces fruitières, le tailler à des façons strictes, comme on voit par exemple dans les pommiers, dans les poiriers. Et en ayant planté des figuiers, je pense que c'est se rapprocher peut-être du monde ancien, du monde de la sagesse, du monde du mystère, puisqu'on dit qu'au Moyen-Orient, paraît-il, il y a des figuiers et des oliviers qui auraient vu la naissance du Christ, donc ça remonte assez loin, et surtout qui se régénèrent, c'est-à-dire que si un figuier va être abîmé par le temps, va avoir des branches qui vont vraiment s'abîmer, il suffit de le recéper et il va repartir du sol. Ce n'est pas un fruit qu'on mange. L'intérieur d'une figue est constitué de milliers, enfin de centaines d'étamines, de pistils, puisque le figuier n'a pas de fleurs. Et quand on trouve une figue, effectivement, ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est toutes ces parties charnues qui constituent le fruit. Et c'est vrai que dans la figue, beaucoup de personnes, on va dire 80%, connaissent la figue noire, qui est quand même un aspect visuel intéressant. Et puis, il y a des figues jaunes, des figues plus claires, et puis des figues qui sont vertes, qui à première vue sont peut-être un peu bizarres au niveau achat parce qu'il semble qu'elles ne sont pas mûres. Alors qu'il s'avère qu'il y a des figues qui sont très claires ou tournant dans le verdâtre, qui sont très mûres à l'intérieur, très colorées, très pleines de parfums. Et souvent, on oublie un peu d'essayer au moins de découvrir. Bonjour jeune homme, croquez la figue. Cueillie du matin. Tenez, cueillie du matin, peu cher, dites. Cueillie avec beaucoup d'amour et de passion. Merci. Allez, croquez-moi ça, dites. Et surtout, ne jamais les éplucher. C'est dans la peau qu'il y a toutes les vitamines. De tout temps dans ma vie, j'ai entendu qu'à la naissance d'un enfant, on devait planter des arbres, que l'arbre faisait partie de la vie, mais il ne faut pas oublier qu'un arbre a des racines. Et ça, on ne les voit pas, on les soupçonne, et peut-être bien, et j'en suis même sûr, que les racines sont certainement plus importantes que l'arbre, parce que sur des racines, on poussera toujours un rejet.
Moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations et il y a toujours eu un lopin de cassis dans toutes les exploitations agricoles, comme on trouvait un lopin de vigne également, au moment où l'agriculture n'était pas spécialisée. Et ce cassis servait surtout à boire le vin les années où le vin n'était pas bon. Et avant l'arrivée de l'œnologie, il faut quand même reconnaître ça, le vin était rarement bon 10 années sur 10. Et souvent, quand vous achetiez votre vin, on vous donnait le cassis qui pouvait aller avec. Et puis, chez vous, tout naturellement, vous ouvriez votre verre, vous buviez votre vin un peu sec, vous mettiez le cassis qui vous convenait dedans pour le couvrir. En fait, on utilise plusieurs variétés de cassis, mais avec des buts différents. C'est-à-dire que quand on va faire un beurre de cassis, c'est-à-dire une pâte de cassis douce, peu sucrée, etc., on va plutôt chercher un cassis qui, naturellement, au moment où on va le cueillir, est plutôt rond. Et puis là, on va cueillir un cassis plutôt le matin, c'est-à-dire où il ne va pas y avoir trop d'ensoleillement, où la peau du cassis ne va pas être trop resserrée, avec des pores de peau très fermés, mais au contraire avoir une grume de cassis très ouverte pour aller lui chercher des arômes plutôt de pulpe, des arômes doux. Et donc ça, on va le cueillir toujours le matin, quand la rosée a disparu, mais avant l'apparition du fort ensoleillement. Et puis autrement, par exemple, si on veut une crème de cassis, fort caractère, complexité aromatique, longueur en bouche, etc. Là, à l'inverse, on va utiliser des cassis qu'on va cueillir plutôt le soir, après une forte journée d'ensoleillement, pour avoir un grain de peau très serré, et un cassis qui est presque un petit peu déshydraté. Aujourd'hui, dans nos produits, certes, on fait des produits très basiques, confiture, crème de